Merci de choisir Kinactu Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Arrivé ce mercredi du président de la transition gabonaise, le général Oligui Nguema, en République démocratique du Congo, une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée diplomatique dans la sous-région de la CEAC. Jean Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, reste à son poste. La motion de défiance contre ces derniers a été rejetée à l'unanimité pour usurpation d'identité. Ce 11 octobre, l'univers célèbre la journée mondiale de la jeune fille. Les thèmes enregistrés cette année est Génération numérique, notre génération pour un accès équitable à l'Internet et à des investissements. Démarrons ce journal par la visite du président de la transition du Gabon, le général Oligui Nguema, en République démocratique du Congo, c'est mercredi 11 octobre dans la ville de Kinshasa où il a rencontré son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. Cette première visite s'inscrit dans le cadre de sa tournée diplomatique dans la sous-région de la CEAC. Suivez. Accueilli à l'aéroport international d'Ndjili par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le président des transitions du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a foulé pour la première fois les sols congolais ce mercredi 11 octobre 2023. Lui qui a entamé une tournée diplomatique dans la sous-région de la CEAC pour sensibiliser ses homologues afin que les Gabon réintègrent cette organisation dont il est suspendu depuis le 30 août dernier. Par après, le président gabonais a été reçu par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi au palais présidentiel de Mongaliema. Après une poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête, signalant que Kinshasa est la 5e étape de sa tournée diplomatique. Il suffit de rappeler que c'est dans la nuit du 29 au 30 août dernier que le président Ali Bongo Ondimba a été renversé par un coup d'État militaire orchestré par le général Brice Oligui Nguema, qui a été désigné comme chef d'État pour mener la transition au Gabon. La République démocratique du Congo participe au Forum économique Canada-Africa sur l'investissement à Toronto. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a pris part à la cérémonie d'ouverture de ces assises, édition 2023, qui se tient du 10 au 12 octobre. Lors de son intervention, le représentant congolais s'est penché sur la renaissance de la RDC, un géant de l'économie africaine. Regardez. En ce qui concerne particulièrement mon pays, la République démocratique du Congo, aux atouts inégalés et innombrables, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, l'éminent écrivain France Omar Fanon ne s'était pas trompé en disant que l'Afrique, à la forme d'un revers de la gâchette, se trouve en République démocratique du Congo. Non pas pour tuer, mais pour développer l'Afrique. Je suis convaincu que les jours où la République démocratique du Congo, qui commence à s'élever petit à petit, va marcher et elle tirera toute l'Afrique, en commençant par ses voisins, vers le haut, et donc un partenaire crédible et fiable pour affronter avec les autres continents du monde les défis majeurs qui menace notre planète, à savoir le changement climatique, le déficit alimentaire mondial et le déficit à nous tous. L'Afrique que le président Tshisekedi souhaite et rêve est celle qui soit consciente qu'elle a beaucoup à donner au monde pour sauver l'humanité. Mais pour cela, il faut avant tout que l'Afrique aime l'Afrique. L'Afrique échange avec l'Afrique. Et ceci va effectivement concrétiser les rêves de tous les chefs d'État africains de la zone économique de libre-échange, le CAF, avec tout cela, ce que cela comporte comme préalable. Autre chose dans ce journal, le 8 octobre est la date qui a marqué la clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle de décembre 2023 en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a, dans un communiqué lu par son rapporteur, établi le bilan qu'elle juge satisfaisant.
durant ces 30 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Et jusqu'au dernier jour, il y a eu les retraits des formulaires, ce qui a fait que nous avons atteint ce chiffre-là de 49 retraits de formulaires. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement politique peut remplacer son candidat, changer son candidat, et puis après s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire avant celle définitive après les décisions de la Cour d'appel. Jean-Tini Ngobila reste gouverneur de la ville-province de Kinshasa. La motion de défiance contre ces derniers a été rejetée à l'unanimité ce mercredi 11 octobre par les députés provinciaux pour usurpation d'identité et falsification des signatures. On lui reprochait la mégestion de fonds de la capitale congolaise. Suivez les explications de Francis Chibalabala, vice-président de cet organe délibérant. Honorable Delito a signé la motion essentielle pour la recevoir tant que c'était motion de François, étant donné que sur cette signature, il fallait y voter. C'est qui veut dire que la signature est administrative et que la mise à droite selon les demandes intérieures de la mission et le 1 dixième, il y a la députée à l'Assemblée provinciale. 1 dixième, les années pratiquement 5, parce que l'Assemblée provinciale à Kinshasa les a constitués à 48 députés provinciaux. Mais pour que ce soit pas moi, la bande sous Nibalé, donc on aura des Nibalé, pour la appuyer motion là, donc nous qui payons contre les règlements de la mission de Séni, car si nous pouvons voter la salle, à travers contre motion, pour lui, taux rejeté, motion à défiance. Mais après, voilà, règlement de la mission de Séni, que taux voter motion, voilà. Mais nous conditionnions sur la carte de la salle, après nous soumettre à nos voix, majorité, nions sur la députée, c'est-à-dire à l'unanimité, va voter pour la rejeter la motion. En conséquence,
M. Maga Zanti Noubila reste prêté dans ses fonctions de gouverneur de la ville. Aux assemblées provinciales, les députés ont intensifié des mouvements de revendication au sujet de l'impaiement des arriérés des aires émoluments qui n'a pas toujours trouvé gain de cause. En sit-in devant la Cité de l'Union africaine, le lundi 9 octobre dernier, les élus du peuple n'ont pas été reçus par le président de la République. En effet, les députés provinciaux de la RDC n'ont toujours pas trouvé gain de cause au sujet de l'impaiement des arriérés des aires émoluments. Signalant que ces derniers ont tenu à présenter leurs regrets au chef de l'État en intensifiant des mouvements de la revendication depuis quelques jours déjà. Et c'est aux environs de 22 heures qu'ils ont quitté les cabinets du chef de l'État. Notons par ailleurs que les grévistes de l'Assemblée provinciale ont annoncé de prendre une position quant à ces, dans un délai à 48 heures, face aux enjeux électoraux de l'air, en rapport avec les mauvais traitements qui leur sont réservés. Les députés provinciaux ont déclaré ne plus être considérés à leur juste valeur et promettent de faire une déclaration très prochainement avant la campagne électorale du chef de l'État parce qu'ils se sont battus pour que le président Tshisekedi prenne les choses à main dans toute la RDC, a déclaré un des députés provinciaux du Kasaï central, Kevin Minga. Changeons des chapitres en rapport avec la campagne d'enregistrement de médias tenue à Kinshasa le 5 mai 2015. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a appelé mardi 10 octobre dernier les organes de presse à l'autorégulation à l'interne de leurs émissions avant toute diffusion. Suivez. C'est depuis le 5 mai 2015, devant les cabinets du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, qu'une campagne d'enregistrement de médias a été organisée pour la première fois. En effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a rappelé le mardi 10 octobre dernier les organes de presse à procéder à l'autorégulation au niveau interne en ce qui concerne la diffusion de toute émission. Notons que cet appel a été lancé lors d'une conférence de presse donnée par le président actuel du CESAC, Christian Bossembe, sur la gestion des impacts des réseaux sociaux ici à Kinshasa. Cependant, Christian Bossembe a invité des acteurs sociaux, notamment des animateurs de débats publics, à faire preuve de responsabilité. Signalant qu'en outre, il a appelé les opérateurs des réseaux sociaux à être conscients avant d'opérer chaque tweet. Par ailleurs, les chefs du CESAC a aussi interdit le média de se livrer à l'exercice de la pré-campagne électorale en rapport avec les élections de décembre 2023. Par contre, le numéro 1 du CESAC a aussi interpellé la participation des directeurs de programme à l'autorégulation interne des médias avant toute diffusion. Il a interdit la publicité illicite dans les réseaux sociaux, sauf l'avis du CESAC. Il a conclu par interpeller sur la responsabilisation de l'hébergeur aux fournisseurs et internautes au respect des textes légaux et réglementaires. Sachez que le groupe rebelle du M23 a admis la perte de la ville de Kinshasa dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo via un communiqué publié le 10 octobre dernier aux mains de groupes d'autodéfense Wazalendo. Depuis le lundi dernier, ces combattants de force du M23 ont été repoussés de la région par ces groupes d'autodéfense. Lydia Kandolo. Dans un communiqué publié ce mardi 10 octobre, la direction du M23 soutenue par Kigali a ouvertement accusé l'armée burundaise d'apporter un soutien aux Wazalendo en collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette déclaration intervient après plusieurs semaines de campagnes de dénigrement menées par les réseaux d'influents rwandais et pro-M23 sur les plateformes numériques qui ont systématiquement accusé l'armée burundaise de soutenir les FARDC.
Les forces nationales de défense du Burundi ont catégoriquement nié ces allégations, affirmant qu'elles opèrent strictement dans le cadre du mandat de la force est-africaine. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, au 8 octobre, les affrontements armés se sont intensifiés dans les territoires de Masisi, en particulier dans les zones de santé de Mwanzo, ainsi que dans les territoires de Rutshuru, englobant les zones de santé de Birambinzo, Bambo et Tongo. Les axes Burungu, Kiloriwe et Kichanga Mwenso dans le Masisi, ainsi que les axes Mabenga Kiwanja, Ishasha Kiwanja et Bugarama Kiwanja dans le Rutshuru ont été les principaux points de violence intenses. Depuis le début de recrudescence de la violence armée le 1er octobre dans les territoires de Masisi, au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres ont été blessés selon les sources humanitaires locales. Au 8 octobre, plus de 84 700 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile. Les personnes déplacées ont cherché refuge dans les divers endroits. À noter, la situation reste volatile dans la région, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité et au bien-être des civils affectés par les combats. Dans un autre angle, les terroristes du M23 ont massacré la population du groupement de Kisigari en territoire des Rutshuru en province du Nord Kivu en accusant cette dernière de coopérer avec le mouvement d'autodéfense Wazalendo. D'après un communiqué de presse donné par les forces armées de la République démocratique du Congo, informant à l'opinion nationale qu'internationale que tout comme à Kishiché, les terroristes du mouvement du 23 mars, dit le M23, avec leurs alliés de la force rwandaise, viennent de massacrer des populations. En effet, dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 octobre de cette même année, dans le groupement de Kisigari, en territoire de Rutshuru, où les rebelles du M23 ont perpétré un massacre sur la population congolaise de la province du Nord Kivu, signalant que ces assaillants accusent la population de collaborer avec le Wazalendo, dit les Patriotes, qui est une milice des activistes du Nord Kivu. Selon les sources fiables, ce énième massacre a eu lieu dans la zone qui demeure sous contrôle de ces terroristes du mouvement du 23 mars, dit le M23, et leurs alliés de la force rwandaise, qui d'après ses renseignements avaient ciblé 7 compatriotes, dont les notables et certains chefs du village. Il s'est dénoté que le FARDC appelle cependant à la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, au mécanisme conjoint de vérification élargie ainsi qu'au mécanisme ad hoc de vérification de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éclairer l'opinion nationale qu'internationale en ce qui concerne ce massacre devenu de trop et notamment un véritable crime contre l'humanité et d'en tirer toutes les conséquences. Signalons par ailleurs qu'à la suite de ce massacre de la population par le M23, le président kenyan Uhuru Kenyatta a en tant que facilitateur du processus de Nairobi sous la conduite de l'EAC pour la restauration de la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC, condamné ces crimes perpétrés sur la population par le M23 et appelle par la même occasion à toutes les parties impliquées dans ces hostilités à mettre une fin immédiate à leurs offensives armées qui créent de meurtres et des déplacements de la population dans l'est de la RDC. Rendons dans le Haut-Katanga où le lancement de la formation en police de proximité à l'école de police de Kassapa est prévu. Le commissaire général adjoint chargé de la police administrative Van Abba a été reçu mardi dernier par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula. Les policiers sont appelés à entretenir de bonnes relations avec la population pendant la période électorale qui se pointe à l'horizon. Ce qui m'a conduit au président de ce conseil, c'est lui retracer notre mission. Quand on entre dans un village, on doit voir le chef du village pour lui dire comment vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes venu faire, combien de temps vous ferez chez lui.
C'est pourquoi je suis venu voir l'autorité pour les retracer, lui donner notre mission et lui donner les timings que nous allons mettre ici à Lubumbashi. Dans le Haut-Katanga, j'étais venu pour lancer la formation, la 5e session de la formation de nos policiers en police de proximité à la Kassapa. Après ça, je devrais causer avec les policiers pour leur montrer qu'ils améliorent les relations avec notre population. Très satisfait, surtout que mes hommes mettent en application ce que je leur ai dit. Que vous aussi, la sécurité aujourd'hui, c'est l'affaire de tout le monde. Vous, la population et la police, vous devez travailler la main dans la main pour asseoir cette sécurité. Je suis satisfait quand même. Je pense que le comité provincial qui est avec moi mettra tout en œuvre pour que cela se fasse comme j'ai voulu. Ça aura un très gros rôle à jouer, puisque dans la période électorale, il faudrait qu'il y ait une symbiose entre vous et la police. Autrement, nous risquons d'aller à la dérive. Voilà tous les problèmes. Donnons à chaque jeune fille l'occasion de porter son avenir en ce mercredi 11 octobre où l'univers célèbre la journée mondiale de la jeune fille visant à mettre en lumière le défi et les discriminations auxquelles elles font face. Jovi Binga nous en parle. Les filles sont de leaders, de actrices du changement qui ont le droit de vivre en sécurité, de recevoir une éducation et d'être en bonne santé, non seulement pendant leurs années de formation, mais aussi lorsqu'elles deviennent femmes. Considérée comme source essentielle du changement transformateur en faveur de l'égalité de sexe, la jeune fille fait le bien et stimule la croissance dans le monde entier. Afin d'attirer l'attention sur la nécessité de relever les défis auxquels les filles sont confrontées et de promouvoir l'autonomisation de filles et la réalisation de leurs droits fondamentaux, tous les 11 octobre de l'année est commémorée la Journée mondiale de la jeune fille. L'an 2023 est axé sous les thèmes « Investir dans les droits de filles, notre leadership, notre bien ». En effet, investir dans la réalisation de ces personnes, c'est aussi promettre un avenir plus équitable et plus prospère, un avenir dans lequel la moitié de l'humanité est un partenaire égal dans la résolution de problèmes des changements climatiques, des conflits politiques, des croissances économiques, de prévention de maladies et de durabilité mondiale. L'accès à l'éducation des filles est un instrument pour le développement et la lutte contre la pauvreté en permettant un libre accès aux études en levant les barrières sociales telles que le mariage précoce, les violences subies et les difficultés financières de famille. À cela, il est important d'ajouter les travaux ménagers qui empêcheraient les petites filles à avoir le même performance que les garçons. Ceci parce qu'elles n'ont pas le même temps de repos et d'études personnelles. Aujourd'hui, il y a plus de 118,5 millions de filles qui n'ont pas accès à l'école. 11 ans après la première édition de cette célébration, l'univers célèbre les nombreuses manières dont les filles transforment notre façon de vivre, d'apprendre, de communiquer et de créer. Est appelée jeune fille toute personne de sexe féminin dont l'âge indéterminé se situe entre l'enfance et l'adolescence. Pour un avenir glorieux, disons oui à l'autonomisation de la jeune fille. Parlons sport, en stage en terre espagnole, Dimitri Berthaud, gardien de but de Montpellier en France, s'est réjoui de porter les maillots de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Suivez-les dans cet extrait choisi par Espoir Kinonvidi. Mes impressions se sont très bien ressenties. Je suis très bien ici, on s'entend tous bien. Ils m'ont bien intégré et après c'était la première séance collective. On a fait un petit échauffement avec les gardiens de but. Ensuite on est passé sur du 7 contre 7 en jeu réduit. Et enfin de la finition. Et tout s'est bien passé. Il y a un très bon niveau de jeu. Et c'est bien, il y a beaucoup d'envie et beaucoup de hargne. Alors, je suis formé à Montpellier. Je suis né à Montpellier, donc depuis tout jeune j'ai fait toutes mes classes au Montpellier Héros jusqu'au pro. Après je trouve qu'on est très bien logé. On a des beaux terrains, l'hôtel est super et on mange très bien. L'ambiance du groupe se passe très bien. Tout le monde est gentil, tout le monde rigole et tout le monde est travailleur. Donc c'est bien de travailler dans des conditions comme ça. Un mot pour les Congolais, je suis très content d'être appelé en sélection et on va tout faire pour vous rendre fiers de nous. L'organisation de la première édition de Jeux militaires de la paix du Grand Lac par le Comité international des sports militaires SISM en République démocratique du Congo, le coordonnateur du SISM RDC, le général des brigades Richard Boyombo, a échangé lundi 9 octobre dernier avec Isidore Kwanja, directeur national des 9e Jeux de la francophonie. Les deux personnalités ont échangé autour de plusieurs points touchant à cette organisation.
La première édition des Jeux militaires pour la paix et la solidarité à Kinshasa, République démocratique du Congo, qui sera organisée par les comités internationaux des sports militaires CISM RDC, mettra en compétition 13 pays, notamment la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, le Kenya, le Sud-Soudan, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie, avec les invitations spéciales adressées au Nigeria et au Cameroun. De grands jeux qui demandent beaucoup de concentration, un travail de fond pour une réussite totale de cette organisation africaine. Les deux personnalités ont échangé autour de plusieurs paramètres pouvant contribuer efficacement à la réussite totale de cet événement africain. Le directeur de 9e jeu de la francophonie, Isidore Nkwandia, et le coordonnateur national du comité international des sports militaires CISM RDC, le général Adé Richard Boyumbo, ont également tourné autour de l'organisation de cette première édition de Jeux militaires en RD Congo, tout en fixant certaines pistes pouvant leur permettre de réussir cet événement qui est organisé pour la première fois en République démocratique du Congo. La région des Grands Lacs est en proie de l'insurrection et d'autres problèmes de sécurité récurrents. L'organisation prochaine de Jeux militaires en RDC est appropriée compte tenu de la situation sécuritaire actuelle à laquelle est confronté le pays. À présent, le valeur nutritive, que savez-vous de l'orange? Ritzmboa nous répond. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Arrivé ce mercredi du président de la transition gabonaise, le général Oligui Nguema, en République démocratique du Congo, une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée diplomatique dans la sous-région de la CEAC. Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, reste à son poste. La motion de défiance contre ces derniers a été rejetée à l'unanimité pour usurpation d'identité. Ce 11 octobre, l'univers célèbre la journée mondiale de la jeune fille. Les thèmes enregistrés cette année est Génération numérique, notre génération pour un accès équitable à l'Internet et à des investissements. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.